Écosystème, Florence Farion. Même si nous savons que les conflits font partie de la vie, à chaque fois, ils nous mettent au tapis. Et c'est pas que pour la rime. Cette famille, havre de paix, parfois loin d'une réalité idéale. Et notre invité nous propose de disséquer les craquages, les sorties de route, ces moments que l'on regrette forcément, qui nous déchirent aussi, mais qui sont ô combien porteurs de sens, forcément. Pourquoi est-ce que cette chaussette va me faire péter un plomb? Pourquoi je ne supporte pas qu'on me dise que je perds tout, même si c'est vrai, soit dit en passant? Comment renoncer à avoir le dernier mot? À quel moment je baisse les armes? Et pourquoi perdre la face m'est insupportable? Ce sont toutes ces questions qui agitent ces fameuses guerres domestiques. En couple, en famille, dans les fratries, la paix, ça se gagne. Parfois, il faut du temps et des outils pour justement la construire. Allez, c'est parti pour une heure de thérapie de famille forcément concernante. Bonjour et bienvenue dans l'écosystème du jour. On se demande bien ce qu'on a fait pour en arriver là et surtout, comment sortir de cette galère. Ce sont deux questions parmi d'autres et pour y répondre, nous accueillons Anne-Catherine Sabas. Bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Mais je vous en prie avec grand plaisir et merci à vous d'avoir accepté votre mission qui va être de pacifier les familles. Vous avez écrit un traité fort utile avec vraiment plein de portes d'entrée à mettre entre toutes les mains qui s'intitule Une famille enfin paisible. Tout est dit dans le titre, c'est ça l'avantage, paru aux éditions du Rocher. Alors on y va du petit agacement quotidien, je parlais de la chaussette, un peu le symbole comme ça de l'agacement, jusqu'aux disputes vraiment les plus homériques, les plus profondes qui vous laissent au tapis. Il faut s'occuper de tout, Anne-Catherine Sabas. Oui, parce que ces petites choses qui forment ce tout, ça fait notre quotidien et notre humeur et le résultat de ces petites choses qui, mises bout à bout, deviennent des grosses choses. Donc on va travailler un petit peu sur tous les niveaux. Et tous les niveaux, c'est bien sûr nous-mêmes, notre état personnel, les rapports qu'on entretient avec les autres, nos croyances, nos histoires passées avec des blessures qui parfois sont réactivées par la fameuse chaussette qui traîne. Donc dans ce livre, en fait, j'ai voulu donner des pistes différentes. Aucune n'est la solution, aucune n'est suffisante pour tout résoudre, mais chacun retrouvera au fil des pages des situations qui vont lui parler et qui vont lui faire dire « Ah oui, tiens, moi, peut-être qu'il faudrait que je travaille là-dessus ». Mais ça dit aussi que toutes ces petits agacements ou toutes ces choses qui nous font sortir de nos gonds vont tirer sur des choses intérieures qu'il est peut-être bon d'aller questionner. Vous êtes psychanalyste, psychopraticienne, formatrice en gestion de conflits, et donc vous l'avez écrit justement peut-être aussi inspiré par vos patients. C'est une question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on vient vous voir pour vous dire que ces crises récurrentes réveillent quelque chose? Est-ce que c'est beaucoup un sujet de discussion dans votre cabinet? Alors, c'est un sujet de discussion, mais qui ne se pose pas lors de la première séance. En général, les gens qui viennent me voir, que ce soit des parents, des enfants, des hommes, des femmes, parfois des familles, des couples, viennent avec une problématique identifiée, mais n'ont pas forcément fait le rapprochement avec leur blessure intérieure. Et tout au long de leur cheminement moi, je vais leur demander, bien sûr, comment ils comprennent les choses, comment ils les vivent, à quoi ça les renvoie, est-ce que parfois, ça pourrait peut-être leur faire penser à quelque chose qu'ils ont déjà connu. Et petit à petit, et ça c'est le travail de la thérapie en général, petit à petit chacun va se dire « Ah mais oui, mais là ça touche quelque chose en particulier et ça me renvoie peut-être à une situation que j'ai vécue dans mon enfance ou que je vis régulièrement dans ma vie et qui nécessiterait peut-être que je change mon positionnement, en tout cas que je travaille dessus ». Mais on peut simplement, il y a toujours une deuxième couche à l'intérieur parce qu'on peut simplement juste être en manque de patience, juste être agacé par le fait de devoir répéter. Est-ce que forcément il y a une deuxième couche à l'intérieur, Anne-Catherine Sabas? S'il y en avait que deux, ça serait tellement facile. Non, il y en a, je sais pas combien de couches. On n'a jamais fini de les enlever. Bien sûr, vous avez raison de poser cette question dans la mesure où, comme je le dis souvent dans mon livre, si vous êtes particulièrement fatigué parce que vous travaillez trop en ce moment ou que vos voisins ont
fait du bruit de nuits consécutives, évidemment la chaussette qui traîne et qui en temps normal ne vous poserait pas de problème va prendre ce jour-là une ampleur beaucoup plus importante. Mais la question qu'on peut quand même se poser, c'est qu'est-ce qui fait que vous travaillez trop? Qu'est-ce qui fait peut-être que vous n'avez pas résolu la situation avec vos voisins? Mais souvent, on peut se demander qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis dans cet état de stress? Et on ne se le demande pas souvent. Moi, quand je reçois quelqu'un, je lui demande toujours de me parler de sa vie en général, de me parler de sa santé, de me parler du rapport à son corps, du rapport à son travail, à sa famille, à son histoire, dans son couple, etc. Pour voir, parce que s'il y a un endroit de notre vie où quelque chose est vraiment douloureux, ça va influencer notre état général. Et ça, chacun, évidemment, ira jusqu'où il veut de la compréhension. Parfois, les gens veulent des réponses toutes simples. Il se passe ça, je veux telle solution. Mais c'est rarement aussi facile. Alors il y a le soi, il y a la mère de famille, le père de famille, il y a les enfants, il y a chacun avec ses petits bouts d'histoire, et puis il y a la dynamique. Et c'est vrai que ces broutilles, elles disent aussi une forme de dysfonctionnement, ce qu'on appelle systémique, c'est-à-dire où finalement le modèle, le schéma de la famille, c'est mal enclenché. On est parti sur des rails où tout d'un coup celui-ci a tel rôle, celui-ci a tel rôle, et puis finalement on ne les questionne plus, et c'est ce qui amène parfois à ces énormes ras-le-bol. Oui, tout à fait. Et ça, c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre quel rôle les autres jouent dans cette histoire. J'avais par exemple hier une séance avec un jeune homme et on a passé beaucoup de temps à parler de sa compagne. Et en fait, on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre comment sa compagne fonctionne, parce que il se trouve que une souffrance qu'a vécue cette femme vient influencer toute sa manière de rentrer en relation. Et évidemment, le compagnon, mon patient en l'occurrence, a beaucoup de mal à être étanche à ça. Alors, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas la compagne qui est dans mon cabinet, c'est lui. Mais déjà, le fait qu'il comprenne, lui, ce qui se joue pour elle et ce qui se passe en elle, ça lui permet de prendre un certain recul et de ne pas en faire une affaire personnelle. Quand elle va faire une crise pour telle ou telle raison, il sait que c'est dû à quelque chose qu'elle a vécu. Donc ça n'est pas lui. Et il va pouvoir déjà le prendre de manière moins douloureuse. Ça va pas forcément l'aider à 100%, mais au moins la souffrance diminue instantanément, s'il comprend ça. Mais Anne-Catherine Sabat, ce que ça dit aussi, et c'est pas un hasard si vous avez pris la famille justement comme creuset d'observation et de proposition de solutions, c'est que la famille, c'est vraiment là où, quand les conflits sont là, je veux dire, ça se cristallise de manière extrêmement douloureuse. C'est-à-dire qu'on attend, pour le dire en résumé, sans doute plus de la famille, on attend cette paix familiale, alors que c'est un leurre et que les échecs sont encore plus difficiles et encore plus douloureux. C'est là que c'est intéressant. Oui, alors ça c'est une grande méprise qui est quand même malheureusement assez répandue, c'est qu'on s'imagine que parce qu'on a le même sang, ou en tout cas un petit peu de patrimoine génétique en commun, on devrait pouvoir se comprendre et s'entendre beaucoup plus facilement. On devrait s'aimer beaucoup plus facilement, on devrait avoir des affinités, avoir des choses à se dire, etc. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Il y a des familles où vraiment les gens sont ravis de se retrouver, ont des mêmes centres d'intérêt, ont des valeurs en commun et ont des relations qui sont extrêmement fluides, extrêmement chaleureuses, où l'amour circule et on le sent. Mais c'est malheureusement pas la majorité, parce que on le dit souvent, hein, vous connaissez cet adage, on choisit ses amis, on choisit pas sa famille. Évidemment, les gens que nous côtoyons, nous essayons de les choisir. Nos amis, c'est en général nous qui les avons choisis. En revanche, quand on a un père ou une mère ou un frère ou une sœur avec qui on a vraiment des centres d'intérêt totalement différents, on a l'impression, c'est l'histoire du vilain petit canard, hein, on a l'impression de venir d'un autre monde et ça devient plus compliqué. Et la déception est d'autant plus grande parce qu'on s'attendrait à autre chose. On voudrait que ces gens-là avec qui on a grandi soient ceux qui peuvent nous comprendre, qui peuvent nous rassurer surtout. Et malheureusement, ils n'en sont pas toujours capables. Donc on a un travail vraiment de deuil à faire pour arriver à accepter les gens tels qu'ils sont et comprendre que eux aussi vont vivre les mêmes choses. C'est-à-dire que si moi j'ai l'impression que mon frère par exemple me comprend pas assez ou n'a pas assez d'affinité, il y a de fortes chances que lui ressente la même chose. C'est-à-dire que personne n'est coupable, on est tous victimes d'une réalité qu'il faut apprendre à accepter pour voir ce qu'on peut en tirer de positif. Et beaucoup de gens se
pensent d'ailleurs qu'ils ont un sentiment d'échec parce que dans leur famille, ça se passe pas aussi bien que dans les autres. Et moi, je leur dis, vous savez, dans les autres, c'est pas forcément mieux, hein, parce que de toute façon, on va pas forcément raconter à tout le monde que chez nous, on n'a pas grand-chose à se dire, etc. Il y a cette image qui est véhiculée d'ailleurs par les médias. Hein, vous regardez les pubs, tout le monde s'aime, c'est le petit-déj avec l'ami Ricoré, etc. Et dans la réalité, c'est pas souvent ça. Conflit dont vous essayez de nous dire vraiment et de nous prouver que ce n'est pas forcément un échec, même si on le vit comme ça, qu'il vous laisse au tapis, qu'il est épuisant, qu'on met tout ce qu'on sait derrière. En fait, c'est pas forcément un échec, c'est une porte ouverte pour d'autres perspectives. C'est important de le dire et de le signer, Anne-Catherine Sabas, ça. Oui, alors ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que si déjà nous avons moins d'attentes et que nous arrêtons de vouloir à tout prix que les membres de notre famille ressemblent à notre idéal, on va déjà être beaucoup plus capable de les accepter tels qu'ils sont et donc d'avoir une vraie relation, une relation à partir d'une personne réelle et pas d'une personne imaginaire ou fantasmée. Et déjà, ça va détendre l'atmosphère. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un conflit ? Un conflit, c'est un point de rencontre qui se fait pas de la bonne façon, où deux choses se heurtent, où ça frotte. Et ça frotte toujours par rapport à nos attentes. Si on est prêt, ça c'est pour les sages, les êtres parfaitement réalisés, avec un grand R, si on est prêt à accepter tout ce qui vient, il n'y a plus de conflit avec personne, avec rien. Mais la réalité, c'est qu'on a des attentes, c'est qu'on a des souffrances, on a des blessures parfois, et l'autre, comme par hasard, va venir appuyer juste là-dessus. Mais si on réalise que l'autre, la plupart du temps, ne l'a pas fait exprès et n'est pas notre ennemi, déjà, il y a quelque chose qui s'apaise. Alors, 3 chapitres, 3 grandes articulations dans votre livre. On en a déjà abordé une, comprendre les rapports de force inconscients, c'est-à-dire tout ce qui se cache derrière dans notre histoire, notre construction et autres, on y reviendra. Et découvrir le pouvoir extraordinaire de la parole. Ça, c'est le 2e chapitre. Et je voudrais juste dire, avant qu'on y rentre évidemment plus en détail, en préambule, que vous vous êtes attaché justement au conflit, mais au conflit verbaux, c'est-à-dire que vous ne parlez pas de cette violence physique, c'est un choix que vous avez fait. Oui, il peut y avoir pétage de plomb avec possiblement un débordement physique, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est déjà le verbal, c'est tout ce qu'on va se dire, on va se hurler dans le pire des cas, et qui va faire qu'on va émotionnellement être juste incapable, totalement chamboulé pendant quelques heures. Voilà, vous en restez au verbal. Oui, alors on dit souvent d'ailleurs que la violence physique, la violence c'est l'échec de la parole, c'est l'échec du dialogue. Et la violence physique c'est un sujet que je n'ai pas voulu aborder parce qu'il y a tout un tas d'aspects et je dirais qu'il y a beaucoup aussi de cas particuliers, même si la loi est la même pour tous, en tout cas elle est censée l'être. Moi ce qui m'intéresse c'est aussi la prévention, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on est dans une situation qui semble bouchée ou qui semble très tendue. Et comment, avec les outils qui sont les nôtres, la parole, on a ça en plus des animaux, à partir de ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer de mettre en pratique pour déjà comprendre ce qui se passe, parce que si on ne comprend pas, on risque d'avoir du mal à trouver une solution, et puis pour aller renouer s'il le faut, désamorcer certaines choses, et puis apaiser et réparer. Ça, c'est aussi une grande partie de mon livre. L'absence de conflit ne dit pas forcément bonheur, plénitude et sérénité à tous les étages. C'est pas parce que ça sort pas que forcément c'est le bonheur à tous les étages. Oui, on a tous d'ailleurs entendu parler du couple formidable qui faisait l'admiration de tout le monde, et puis on apprend un jour que Pierre du jour au lendemain a quitté Marianne ou l'inverse, et tout le monde tombe des nues, on comprend pas, ils avaient l'air de s'entendre si bien, jamais un mot au-dessus de l'autre. Et ça c'est aussi parfois le signe qu'il y avait peut-être une violence qui était pas dite, justement, qui n'était pas montrée, mais qui commençait à gronder à l'intérieur de l'un ou de l'autre, et à un moment donné c'est plus tenable. Et comme on n'a pas appris justement à rentrer en conflit, on n'a pas appris à crever les abcès, on n'a pas appris à oser passer ce cap d'une dispute qui finalement va être féconde, la seule solution qu'on a c'est de partir, et ça c'est dramatique. Moi je connais des familles qui vivent régulièrement des conflits. Vous savez le cliché de la famille méditerranéenne, où on fait des grands gestes, on crie, on se déteste, et puis après c'est terminé et tout reprend comme avant. Alors faut pas que ça soit trop souvent non plus parce que c'est très fatigant, mais ça peut parfois en effet être un fonctionnement qui désamorce, qui évite qu'il y ait des drames plus profonds qui se jouent mais qui sont invisibles.
Anne-Catherine Sabas est notre invitée, psychopraticienne. Vous parlez dans votre dernier essai de la paix des familles. Vous avez intitulé votre ouvrage « Une famille enfin paisible » paru aux éditions du Rocher. Et pour adoucir les mœurs, Nathalie Schoenberg a choisi Charles Trenet avec la famille musicienne. Ceux-ci ont su accorder nos violons, la preuve par ce qui suit. Mon père est musicien, mon frère est musicien, ma mère est musicienne, elle joue de la harpe ancienne. Mon père joue du violon, mon frère du cymbalon, et moi, vous le savez bien, je ne joue de rien. Je joue à donner des visages aux nuages qui courent dans le petit jour, parfois perdu dans le bocage, je joue comme les oiseaux d'amour. Mon oncle est musicien, il joue du cor prussien. Ma tante Adélaïde connaît le ficléide. Mon jeune cousin Gaston tâte du biniou breton, et même avec la bonne, un peu de trombone. Le samedi soir, il faut les voir à quelle merveille, se réunir pour le plaisir de leurs oreilles. Au piano droit se tient parfois Monsieur l'abbé, qui réussit à jouer aussi du galoubet. Ils attaquent tout de go la fille de Madame Ongo, après un verre de bière, un peu de Meyerbeer. Poète et paysan, à bien des partisans, mais qui gagne en tout cas, c'est la Tosca. Alors chacun me fait le reproche de ne pas comprendre la beauté des dièses, des croches, des doubles croches, des soupirs et des noirs pointés. Mon Dieu, quelle défaveur, on me traite de rêveur. On ajoute qu'à mon âge, c'est triste et bien dommage. Tu n'es bon mon garçon qu'à faire des chansons. C'est vrai, c'est ça qui me plaît, enfin un couplet. Je suis un musicien qui ne sait jouer de rien, mais quand mon cœur s'exprime, il trouve des mots qui riment. Je n'ai pas en vérité une bonne voix pour chanter, oui mais je le fais vraiment naturellement. Alors, la route est belle, alors, le soleil lui. La vie, pour moi, se renouvelle lorsqu'un air nouveau me conduit. Mon père qui est musicien joue mes chansons très bien. Ma mère qui est musicienne les chante en tyrolienne. Adélaïde et Gaston les savent dans tous les tons. Dans ma famille, en fait, je suis le prophète. Écosystème, jusqu'à 14h sur la première. Une famille enfin paisible, c'est ce que nous propose Anne-Catherine Sabas, notre invitée. Le livre est paru aux éditions du Rocher. Et nous allons aujourd'hui essayer, en effet, de fumer le calumet de la paix, avec peut-être encore cette question préalable. Pourquoi c'est si compliqué? Je disais, ça nous met au tapis. Pourquoi est-ce que ça nous chamboule à ce point-là? Parce que, effectivement, on le disait, la famille, plus ou moins ce tableau d'idéal et tout ça, mais parce que ça va, est-ce que ça toucherait pas aussi en nous notre peur d'être rejeté, notre peur d'être seul, de ne pas être aimé? C'est tout ça derrière. Mais oui, et c'est important ce que vous dites, parce que il ne faut pas oublier que notre cerveau est porteur de programmation animale. Dans notre cerveau archaïque, qui est ce qu'on appelle aussi le cerveau reptilien, il y a des programmations qu'on trouve chez les animaux qui vivent en meute, par exemple, et qui savent que si jamais, pour une raison ou pour une autre, ils ont déplu au chef de meute, je pense au loup par exemple, et qu'ils se font virer du clan, leur chance de survie dans la nature seule est quasi nulle. Ça veut dire que nous avons intégré, que nous avons beaucoup plus de chances, et c'est une réalité, les médecins d'ailleurs le constatent aussi, nous allons mieux, nous sommes moins stressés, si nous vivons en groupe, si nous avons des amis, des appuis, une famille, que si nous sommes célibataires sur une île déserte. C'est une réalité. Donc chaque fois que notre conjoint hausse un peu le ton et nous dit « j'en peux plus de ta chaussette qui traîne » sur un ton menaçant, il y a quelque chose dans notre cerveau qui s'enflamme en une fraction de seconde et qui nous fait dire « attention, je suis en risque de me retrouver seule dans la taïga au milieu des prédateurs sans personne pour m'aider à me nourrir ».
Voilà. Donc c'est une réaction complètement archaïque. Et moi je dis parfois à mes patients, vous allez trouver ça bizarre ce que je vais vous dire, monsieur ou madame, mais ne vous inquiétez pas, je fais ce que je fais, je suis en train de parler à votre inconscient et je lui explique donc que même si dans le pire des cas, vous veniez à vous disputer avec votre enfant, votre parent et à pas le voir pendant 3 semaines, vous ne risquez pas de mourir de faim au fin fond de la Sibérie. C'est des choses différentes, voilà. Parce que on a besoin d'être rassuré et de comprendre que ce conflit-là, qui peut parfois amener à une rupture, à la base, il nous met pas en danger de mort. Il faut se rappeler ça. C'est juste un très mauvais moment à passer qui, en général, amène une solution. La plupart du temps, il y a une solution derrière. Quand on y réfléchit, que votre ado, moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps, que votre adolescent claque la porte parce que vous lui avez fait une réflexion, c'est pas gravissime, il va pas casser le mur. 5 minutes après, l'un des deux va revenir et dire c'est bon, ça y est, c'est calmé, allez, bon. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Alors pourquoi ça nous met dans cet état-là ? Il faut comprendre ce qui se passe derrière. Et souvent, en effet, il y a une peur d'être rejeté, une peur de l'abandon, une peur de la solitude. Mais ce qui est aussi intéressant, ce sont les neurones miroirs. Jean-Michel Ougourlian, qui nous parlait justement de ce phénomène de neurones miroirs, nous disait « Nous sommes en Wi-Fi ». Ça veut dire qu'aussi dans ces interactions, dans notre cerveau, il y a une captation de la douleur, de l'exaspération de l'autre, ce qui vient surenchérir un peu notre propre fragilité. C'est à double tranchant, en fait, parce que si vous réussissez à sentir, quand vous êtes en plein conflit avec quelqu'un de votre entourage, si vous réussissez à sentir que l'autre est en souffrance aussi et que vous avez le réflexe d'éprouver de la compassion, vous allez vous rendre compte que vous souffrez tous les deux et que c'est vraiment dommage de continuer dans ce sens-là, et vous trouverez le moyen de lui dire écoute, c'est dommage d'en arriver là, essayons de calmer le jeu. Voilà, ça c'est une possibilité. Mais l'autre possibilité en effet, c'est que vous êtes happé par l'émotion de l'autre et il y a une espèce d'escalade. La colère de l'un vient activer la colère de l'autre et là tout le monde perd pied et on est submergé par l'émotion. D'où l'importance des fois de s'autoriser simplement à faire une petite pause, à ne pas résoudre tout de suite. Ça c'est aussi un point important. On a peur de ce moment où l'autre est parti dans sa chambre après avoir claqué la porte. On a l'impression que le monde s'est arrêté, qu'on est en danger, comme je l'expliquais tout à l'heure. Alors qu'en fait, il faut simplement parfois juste baisser la pression pour pouvoir retourner vers l'autre après sur un mode beaucoup plus calme, ce qui va nous permettre d'être plus neutre et de garder notre sang-froid. Mais pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas si facilement ? Parce qu'il y a quelque chose qui tire sur le « je veux avoir le dernier mot, je ne basserai pas, je m'accroche et je reste jusqu'à ce qu'on me donne raison ». Et en fait, c'est ça qui est la raison de l'escalade, Anne-Catherine Sabas. Il n'est pas toujours question d'orgueil ou d'ego. On voit souvent ça comme une question de fierté ou d'ego. Je veux à tout prix avoir le dernier mot. Mais ce qu'il y a derrière cette attitude, parfois manquant de souplesse, c'est pas qu'une question de fierté ou d'ambition personnelle, mais plutôt d'éviter, là encore, une blessure. Je vais vous donner un exemple. Je reçois un couple depuis des années. Alors, c'est pas que pour eux qui viennent me voir. Ils ont une problématique autour d'un de leurs enfants. Régulièrement, le monsieur reproche à sa femme d'être super autoritaire, de pas lui laisser de place, etc. Et la femme en question, elle a plein de défauts, mais moi, j'ai pas vraiment remarqué qu'elle avait celui-là. Et à chaque fois, ça entraîne des discussions très intéressantes. Et on arrive toujours à la conclusion que ce monsieur, il a eu la malchance d'avoir une mère extrêmement autoritaire, auprès de qui aucune discussion n'était possible. Elle avait raison tout le temps. Donc ce monsieur, il a grandi dans un milieu où il n'avait pas le droit de parler, il n'avait pas le droit de s'exprimer, et il était tout le temps menacé. Dès qu'il pensait ou qu'il émettait un avis, il était menacé. Donc pour lui aujourd'hui dans son couple, maintenant qu'il est adulte, c'est absolument intolérable que sa femme lui demande de se taire, tout simplement parce que ça le renvoie à sa situation d'impuissance totale quand il était enfant. Donc il ne peut pas revivre ça. Donc il faut qu'il ait le dernier mot. Il faut qu'il puisse se dire mais enfin ça y est, je suis plus à la merci de cet horrible dragon. Au-delà de cette histoire-là, on a quand même quelque chose d'extraordinairement têtu. On est rarement capable de descendre et puis de se dire bon ok je lâche et je reviens. Alors que c'est une planche de salut, comme vous l'écrivez. C'est vraiment ça, c'est se mettre en retrait, accepter d'eux, et on ne va pas s'effondrer, on ne va pas perdre la face. On ne va pas s'effondrer, et il y a aussi une autre raison là qui me vient, dont je parle aussi dans le livre,
qu'on voit souvent dans les histoires de parentalité. C'est le parent qui essaie à tout prix d'expliquer à son enfant qu'il faut manger des légumes, c'est un grand classique, en tout cas un peu plus de légumes et de fruits, ou alors travailler un petit peu plus ses cours d'histoire géo, et il passe ses journées sur ses jeux vidéo, et ça se termine toujours en drame. Alors, j'ai eu le cas aussi cette semaine, et la question qu'on s'est posée avec la maman, c'est qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à le lâcher. Alors, je dis pas qu'il faut laisser l'enfant, évidemment, devant ses jeux vidéo toute la journée, hein. Loin de moi cette idée. Mais il y a peut-être des moments où il faut lâcher un peu. Et en fait, ce qui émerge, c'est que la maman, elle a juste peur pour son enfant. Elle a peur parce que dans sa représentation du monde, on est dans une époque qui est pas facile. Si son enfant n'est pas bardé de diplômes, il risque d'avoir des problèmes dans la vie. Voilà. C'est-à-dire que là, le parent a du mal à lâcher l'affaire, entre guillemets, parce qu'il a peur. Il croit savoir que pour que l'autre aille bien, ça doit passer par telle ou telle ou telle décision. C'est sa vision du monde à lui. Et comme il est parent, il veut imposer ça de force à son enfant. On croit qu'on sait mieux pour l'autre. Alors que l'autre, sa voix est peut-être différente. L'enfant dont je vous parle, il va peut-être devenir un grand artiste et l'histoire géo, il n'en aura rien à faire. Mais il y a quand même deux registres, c'est-à-dire que l'écran, voilà, typiquement un jeu vidéo, quand son conjoint va passer les 4 heures de son samedi après-midi à jouer au jeu au lieu de faire ce pourquoi il s'était engagé, c'est-à-dire, je sais pas, bricoler, enfin peu importe, désolée, je suis un peu dans le cliché, et quand son enfant va passer ces mêmes 4 heures, on est sur deux registres différents, c'est-à-dire que d'un côté, on a quand même une responsabilité parentale avec ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire une forme d'inquiétude, de dire, bon, ok, il faut que j'accompagne mon enfant et c'est peut-être pas pédagogiquement formidable de lâcher prise sur ce dossier-là. Et face à son conjoint, ce sera pas le même sujet. On n'a pas de responsabilité éducative, donc on peut baster. Donc on aura aussi un agacement, mais qui sera d'une toute autre forme. C'est un vaste sujet. Il faudrait voir cas par cas. Mais globalement, quand on est deux adultes, et c'est valable évidemment pour un couple, mais c'est valable aussi pour deux colocataires, hein. On a de plus en plus de gens qui vivent en communauté, en habitat partagé, ou avec leurs cousins, leurs sœurs, ou tout simplement leurs colocs, comme on dit. À partir du moment où on s'engage à vivre sous le même toit que quelqu'un d'autre, on a des responsabilités. C'est-à-dire que on doit s'occuper de ses affaires, de ses chaussettes qui traînent et de sa part de cuisine, de ménage, etc. Donc, si vous voulez, là, il ne devrait pas y avoir de sujet. C'est-à-dire que ça ne concerne même plus le couple. Le problème, c'est que quand c'est dans le cas d'un couple, ça va évidemment influencer tout le reste. C'est-à-dire que l'homme ou la femme qui passe son temps à faire les corvées ménagères sera moins disponible, sera plus fatigué et sera évidemment irrité contre son partenaire qui a la vie tranquille, et ça va évidemment influencer les sentiments, le désir, etc. Ça pose cette question un peu essentielle aussi du faire changer l'autre, c'est-à-dire que vous nous encouragez bien sûr à regarder les choses différemment, mais il est dur de se départir de cette envie de changer l'autre qui est parfois, je sais pas si je vais mettre ce mot-là, mais complètement légitime aussi. On a envie que l'autre évolue, on a envie que l'autre fasse un peu plus dans le sens d'une vie de famille, puisqu'on parle essentiellement de la famille. Faire changer l'autre, c'est un leurre, mais c'est quand même bien tentant. Oui, je crois qu'on est tous concernés par ça. On espère tous que les autres vont être différents et que la manière dont ils vont changer, surtout, se rapprochera de ce qu'on attend d'eux. Hein, parce que s'ils changent en pire, là, ça va être aussi un problème. On peut inciter l'autre à changer, mais la plupart du temps, on ne change pas l'autre. Plus on va vouloir qu'il change, plus on va lui mettre une pression, qu'elle soit dite ou pas dite d'ailleurs. L'autre sent très bien, l'autre voit bien dans nos yeux qu'on est déçu de son attitude. Il voit bien dans nos yeux qu'on attend quelque chose et que cette chose n'est pas arrivée. Et ça crée une pression qui peut dévaloriser l'autre, qui peut l'inciter, s'il est un peu rebelle, à faire le contraire exprès. Donc la question, c'est pas comment je vais changer l'autre, c'est comment, dans l'état actuel de l'autre, tel qu'il est aujourd'hui, je vais pouvoir faire en sorte, moi, d'être plus heureuse, plus heureux, et de moins souffrir des défaillances de l'autre. Jusqu'à peut-être le quitter, enfin mettre fin à cette relation, ça peut aussi arriver. Après avoir aussi formulé clairement sa demande. Ça, je l'aborde en effet. Vous savez quoi, on va y revenir juste après avoir écouté Lou Doyon. On va parler justement de l'importance de ces mots, de ce vocabulaire. Lou Doyon qui chante « Make a Sound ». À tout de suite, c'est Égosystème avec aujourd'hui Anne-Catherine Sabas. Nous parlons d'une famille enfin paisible aux éditions du Rocher. Ooh, I am weary. Ooh, I am torn.
broken down, and I try to pretend I'm fine on my own, on my own, on my own. How many times can you stumble to the ground and get back up? No, don't you bother, I'm fine. Oh, the lights you adore, they're burning me down. And as hard as I try, I can't hold your hand, hold your hand, hold your hand. 'Cause the chips on my shoulders, they're dragging me down like leaded wings. They keep me shackled to the ground, hey. And as hard as I try, they don't lift me that high. So I'll hide at the bottom and I'll rest for a while, for a while. I can't pretend it's because of you. Oh, the arrows, they blow, they're striking me down. And as hard as I try, I can't make a sound, make a sound, make a sound. I can't make a sound, make a sound, make a sound. No, I can't make a sound, make a sound, make a sound. I can't make a sound, make a sound, make a sound. No, I can't make a sound, make a sound, make a sound. Écosystème, Florence Farion. Anne-Catherine Sabas est aujourd'hui notre invitée, psychopraticienne, psychanalyste, formatrice en gestion de conflits et auteure d'une famille enfin paisible parue aux éditions du Rocher. Nous évoquions tout à l'heure la violence physique, mais on sait très bien que les mots peuvent avoir aussi une incroyable violence. Vous citez d'ailleurs cette phrase de Marek Alter, la violence commence où la parole s'arrête, mais les mots peuvent être formidablement blessants. On est à côté de nos pompes, on est submergé par les émotions et il nous arrive de dire des choses extrêmement cruelles. Nos mots dépassent notre pensée, comme on le dit souvent. Est-ce que c'est juste ça, Anne-Catherine Sabas? Les mots dépassent parfois la pensée. Vous savez, je mettrais un petit bémol à ça quand même, parce que je dirais que allez, les mots dépassent notre pensée générale, mais qu'à ce moment-là, quand même, ils ont été le reflet de cette pensée, même si elle a été fugitive. Parce que si à un moment donné, vous dites à quelqu'un « j'en ai marre de toi », c'est que vous en avez vraiment marre, sinon vous ne l'auriez pas dit. Alors, ça peut redescendre après, une fois que la colère va être passée, évidemment. Ces mots, il va falloir trouver le moyen de les sentir et de les entendre avant qu'ils sortent. Et moi, j'encourage tout le monde, et je m'encourage moi-même, parce que je ne fais pas exception à la règle, à être vraiment en contact avec nos émotions. Parce que si nous sommes en contact avec nous-mêmes, avec nos ressentis, avec nos émotions, et que nous osons nous formuler intérieurement « ah là là, telle personne, j'en ai vraiment marre, j'ai plus envie de la voir, elle m'exaspère », nous pourrons faire quelque chose de cette émotion, nous pourrons ou la transformer en une parole qui sera acceptable, c'est-à-dire une invitation au dialogue avec l'autre, ou d'une manière symbolique, je cite des exemples dans mon livre, écrire sur une feuille qu'on n'enverra pas à l'autre, faire des dessins, des gribouillis, froisser une feuille. Il y a plein de manières de faire quelque chose de notre émotion pour l'apaiser. Mais au moins on le sait, on sait qu'on est dans un état de tension par rapport à la personne. Et du coup, la parole malheureuse qu'on ne rattrapera jamais ne peut plus sortir sans qu'on l'ait vue venir.
Ça m'amène à une question sur la complémentarité en fait dans les couples. On voit souvent une répartition des rôles de manière assez constante au regard des enfants. Il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit non. C'est comme dans les séries américaines avec le good cop et le bad cop, le bon flic et le mauvais flic. Il y a rien à en dire de cette situation. Alors c'est vrai, je pense que vous résumez bien la situation. Si tout le monde est à l'aise, c'est pas un problème. Après, il faut aussi peut-être expliquer à l'enfant. Moi, je dis souvent ça aux enfants que je reçois, puis je dis ça aussi à mon fils. Chaque adulte a une façon différente de fonctionner, comme dans le monde. C'est-à-dire que, par exemple, à l'école ou au collège ou au lycée, par exemple, les enfants vont trouver un professeur qui acceptera qu'on discute un petit peu avec son voisin, et puis il va y avoir un autre professeur qui, lui, va vous mettre un mot dans le carnet dès que vous avez osé vous tourner pour demander à votre voisine qu'elle vous prête sa gomme. Donc, dans la vie, c'est ça. Il y a des gens qui sont plus ou moins sévères, plus ou moins stricts, d'autres qui sont plus cool, et dans les familles, c'est la même chose. Donc, il faut simplement que l'enfant comprenne bien qu'il n'y a pas de vérité absolue, à part pour certaines règles avec lesquelles on ne déroge pas, ne pas faire du mal à soi-même, ne pas faire du mal aux autres, ne pas faire du mal aux objets des autres, mais à part ça, qu'on mange un carré de chocolat en plus ou en moins, c'est pas gravissime, et l'enfant devra compter avec ça. Après, ce qui est problématique, c'est quand ça pose des problèmes dans le couple. Quand vous avez, par exemple, la mère, je pense à une de mes patientes, qui dit « Oh, j'en ai marre, moi, c'est toujours moi qui joue le rôle de la méchante, parce que lui, le conjoint passe tout aux enfants, donc c'est le bazar à la maison, les résultats scolaires, c'est une catastrophe, et donc elle, à chaque fois, elle a évidemment le rôle de la méchante. » Ce dont on s'aperçoit souvent dans ce genre de situation, c'est que finalement, celui qui a le rôle du méchant, il va être beaucoup plus respecté. Et c'est à lui que l'enfant va s'adresser, parce qu'il va sentir que ce parent-là, il est solide. On peut compter sur lui. Dans cette idée, Anne-Catherine Sabas, peut-être parler de ces enfants éponges. C'est-à-dire que en matière de conflit, on a bien tort de s'imaginer que même si ça reste entre adultes, porte fermée, les enfants sont quand même là pour le ressentir et qu'il ne faut pas être dupe de ça. Bien sûr. Le nombre de parents que j'entends me dire non, mais les enfants sont au courant de rien. Les enfants sont souvent au courant de plus de choses que ce qu'ils disent, parce que des fois, les enfants sont curieux et puis ils fouillent, ils cherchent, ils voient des choses, et bon, ils en parlent entre eux, etc. Et puis ils sentent, en effet, ils savent si leurs parents sont heureux. Ils savent comment ça circule entre les parents. Donc, évidemment, on peut pas tout leur dire aux enfants, mais on peut leur dire certaines choses en dédramatisant. Et je crois que c'est important de dire aux enfants, bah oui, tu sais, des fois on se dispute, mais tu sais, ça arrive dans toutes les familles, et c'est pas parce qu'on se dispute qu'on va divorcer, par exemple, c'est pas parce qu'on se dispute qu'on ne t'aime plus, et ça c'est le plus important, et évidemment, ça n'est pas de ta faute. Et ça, il faut le dire et le redire. À chaque fois qu'il y a un coup dur dans une famille, il faut que l'enfant entende, même si ça semble ridicule de lui dire et lui redire, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ta faute. Et s'excuser. Alors parce que votre préface est signée Olivier Clerc, que nous avons reçu dans cette émission. Donc le pardon, est-ce que c'est l'outil magique, Anne-Catherine Sabas, dans les familles? C'est-à-dire pouf pouf, allez, c'est comme si on effaçait une ardoise, allez, je te demande pardon, puis voilà, ça suffit ça? Je pense que le pardon, ce n'est pas l'outil magique, c'est le chemin magique. Et je crois que la relation, c'est un chemin. Accepter d'être en relation avec quelqu'un, au jour le jour, comme on dit, remettre l'ouvrage sur l'établi, se remettre en question, c'est ça. Parce que le pardon, une simple phrase comme je te demande pardon ou je te pardonne, ça veut pas dire grand-chose. La question, c'est est-ce qu'on est prêt intérieurement à faire ce chemin pour aller comprendre pourquoi l'autre a agi comme ça, pour aller guérir en soi la blessure que l'autre a provoquée en agissant comme ça, et puis pour essayer de rétablir la communication, même si on en veut encore à l'autre. C'est pour ça que je dis que c'est un chemin. Est-ce que j'accepte, malgré cette offense, malgré cette blessure, malgré ces choses horribles que l'autre m'a dites, est-ce que j'accepte quand même de ne pas rompre le lien ? Quelqu'un me racontait ça, en fait, c'est un couple, ils se sont disputés il y a une semaine, alors chacun dort à un bout du lit, il y en a même un qui a mis un bout de couette au milieu pour être sûr qu'ils vont pas se toucher pendant la nuit, et puis au fil des jours, ils se parlent un petit peu plus, et puis à un moment donné, ils se retrouvent à s'apercevoir que ça y est, ils redorment comme avant. Il n'y a pas grand-chose qui a été dit, mais il y a eu un chemin qui a tenu compte des sensibilités de chacun et des souffrances de chacun.
Parce que le problème du pardon, c'est que quand vous avez mal, parce que l'autre vous a fait mal, vous ne pouvez pas l'approcher. Il y a quelque chose d'épidermique, de viscéral. Et il faut respecter ce temps. On peut pas, comme ça, arriver et dire, allez, ça y est, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. On a mal. Et quand on a mal, il faut trouver le temps de s'apaiser. Et c'est dans le corps que ça se passe, parce que nos émotions, nos sensations, c'est dans le ventre, dans les tripes, dans le corps que ça se passe. C'est pour ça que les mots, là, pour le coup, ne suffisent pas. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à se retrouver en présence de l'autre? On a tous entendu des gens, où ça nous est peut-être arrivé, qui disent, ah oui, non, mais ça va, ma grand-mère, je lui ai pardonné, mais si je sais qu'elle va venir au mariage de Tata Juliette, ah non, moi, si elle y est, j'y vais pas. Ça veut dire qu'on n'a pas pardonné. On ne peut même pas imaginer qu'on va être dans la présence de l'autre. Vous voyez à quel point c'est viscéral. Une famille enfin paisible parue aux éditions du Rocher. Des fêtes de famille, Orelsan. Allez hop, 3e choix musical. Essayez de garder le moral, c'est important, malgré tout. Allez, à tout de suite. Rappeur de la famille, il nous ferait-il pas un petit rap? Non. Allez, une chanson. Pose ton flow. Ok. Ok. Puisqu'on est tous réunis ici pour chanter les démons de minuit, manger de la mousse de canard sur des blinis, danser sous les stroboscopes de Jiffy, j'ai préparé un petit speech parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. Je déteste les fêtes de famille. Déjà les soirées où je suis sûr de pas baiser, j'en ai trop fait au lycée. J'ai déjà envisagé des cousines, quitte à risquer le triso. Mais quand je vois la gueule de Delphine, qui sert à rien à part se plaindre, je comprends pourquoi son mec bourré préfère danser avec le chien. Si j'ai plus de 30 ans et je suis toujours assis à la table des enfants, c'est pour leur dire de se méfier de Christian quand il a de l'alcool dans le sang. Et parce que j'en peux plus d'entendre les plaques de cul des parents. Je crois que papa baiserait maman sur la table si vous trouviez ça marrant. Vincent, t'as le même âge que moi, pourquoi t'es quand même plus vieux? Si vous n'avez pas peur du vide, regardez Muriel dans les yeux. Pardon, mais j'ai passé l'après-midi à gonfler des ballons dans une ambiance d'installation militaire imposée par le daron. Pendant que mon beau-frère récitait des clichés politiques avec passion, me regardait porter des cartons en tripotant ma frangine toutes les 3 secondes. Y'a pile le nombre de gobelets par personne, faut écrire vos noms. Parce que Tata est le genre de crevarde qui lave les assiettes en carton. Tonton, si tu continues de faire yo-yo avec les doigts, chaque fois que tu passes à côté de moi, tu les utiliseras pour la dernière fois. Je t'en veux toujours pour quand j'étais petit et tu m'as secoué comme une pute. Si tu tenais à tes rétros, pourquoi tu t'es garé derrière le but? En parlant de pute, j'aimerais accueillir la nouvelle femme de Bruno. Si Caro m'écoute plus, c'est qu'elle met au point son prochain raco. Pardonnez-la, elle serait pas comme ça si son mari la trompait pas. Ou peut-être qu'il la trompe parce qu'elle est comme ça. J'sais pas. Message à tous mes lointains cousins, venez on arrête de faire copain-copain. Parce qu'un ancêtre on sait pas qui c'est, et la seule chose qu'on a en commun, un putain d'ancêtre qui devait brûler des villages et piller des baraques. À peu près à la même époque où papy baisait Jeanne d'Arc. D'ailleurs papy raconte-nous la fois où t'avais 9 ans et t'as tué Hitler. T'as jamais été un héros, t'étais même pas un bon mytho. Mon héros c'était toi Nico. Mais depuis que tu t'es mis avec l'autre conne un peu bonne, t'es juste un vrai beauf comme les autres. Merci Arnaud d'être venu te prendre en photo pour alimenter tes réseaux sociaux. Profiter d'être avec quelques prolos pour pouvoir encore plus jouer les bobos. Polo, si tu veux m'impressionner, c'est pas en roulant des joints compliqués, en utilisant beaucoup trop wesh pour un blondinet. Vu que ton père a un problème avec les arabes, c'est une très belle ironie. Au passage, il a moins de chances de mourir du terrorisme que de l'alcoolisme. J'espère que Tati va bien attacher les mômes, parce que son mari va rentrer au radar comme s'il avait une voiture autonome. J'avais plus de choses à vous dire, mais quand je vois vos gueules d'enculés bouffis, j'arrive qu'à me demander s'il y a assez de porcs sur terre pour vous nourrir. J'aimerais finir en disant que peu importe les sourires, la fête au village, il a suffi d'un petit héritage pour qu'on voit vos vrais visages. Mamie, je t'aime. À l'année prochaine. Écosystème sur la première. Nous recevons aujourd'hui Anne-Catherine Sabas, Une famille enfin paisible. C'est le titre de cet essai paru aux éditions du Rocher.
Vous commencez le livre avec, je le disais, cette préface d'Olivier Clerc qui parle du pardon. On a bien compris que c'était pas forcément le Graal absolu. Ce serait quoi le Graal absolu, Anne-Catherine Sabas, finalement, au bout du compte? C'est que ces conflits nous aient permis de faire le chemin qui va nous exempter de toute forme de conflit. On n'y arrivera pas, faut pas exagérer, c'est pas possible. Ça serait bien d'y arriver. Je crois que le Graal absolu, en tout cas, moi, ce qui me vient là, quand vous posez cette question, le Graal absolu, ça serait de pouvoir garder sur l'autre, conserver sur l'autre un regard ouvert, plein d'amour, plein d'espoir, et ne pas perdre de vue les qualités de l'autre, malgré ses défauts, et les raisons qui ont fait qu'on l'aime. Parce que c'est ça, finalement, qu'on cherche quand on décide de fonder une famille. C'est d'être heureux et de s'aimer. Et le problème des conflits, le problème des défauts de l'autre, le problème de la chaussette qui traîne, toujours cette horrible chaussette qui traîne, c'est que ça vient masquer complètement la réalité. Et à certains moments, on serait prêt à tout envoyer promener à cause d'une chaussette. Voilà. Et donc, je pense que le Graal, ça serait de pouvoir se souvenir qu'on aime l'autre. Et moi, c'est quelque chose que je fais souvent avec mon fils, par exemple. Il est content parce que je parle souvent de lui pendant mes interviews. J'ai un petit garçon qui est plein d'émotions et qui a parfois du mal à les contrôler parce que c'est un précoce hypersensible avec tout ce que ça comporte comme difficulté parfois à gérer ses émotions. Et moi, j'ai trouvé le truc depuis quelque temps quand vraiment il y a quelque chose d'insupportable ou qui répond mal ou que on sent que la situation risque de nous échapper. Je lui dis, tu sais, Loulou, je t'aime. Voilà. Et il n'y a rien de « je t'aime ». Et bien sûr que ça sous-entend, même si là tu me gonfles un peu, je t'aime. Mais c'est bien sûr, et il le sait. Mais voilà, je t'aime. Et ouais, je t'aime aussi. Et c'est réglé. C'est-à-dire, je m'oblige, moi, à ne pas me laisser embarquer par ça. Parce que si je commence à voir l'autre simplement sous le prisme de ce qu'il m'inflige, de sa chaussette qu'il a laissé traîner, mais la vie devient un enfer. Non, la réalité, c'est que je l'aime. Vous voyez ? Et pour moi, le Graal, c'est ça. Qu'on se souvienne de ça. Et parce qu'à partir de ça, on va avoir envie de faire le mieux pour l'autre. Peut-être revenir juste en 2 mots sur cette notion de communication quand on a quelque chose à dire, puisqu'on est dans le côté un peu pratico-pratique, et qu'on peut tout se dire à condition, Anne-Catherine Sabas, de choisir la manière dont on va le dire aussi. Tout peut se dire, mais tout ne peut pas se mettre en acte non plus. On peut, sous le coup de la colère, dire à l'autre, oh, j'en peux plus de toi, j'ai plus envie de te voir, mais on va pas le mettre dehors. Vous voyez la différence déjà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, on peut apprendre, et je donne des trucs très précis et très concrets et très faciles en plus dans mon livre, on peut apprendre à communiquer de la bonne façon. Il y a des pistes aussi avec l'analyse transactionnelle qui nous aident à comprendre comment on se positionne, comment on rentre en interaction avec l'autre, comment se placer dans une position d'adulte pour pas se faire submerger par les jeux psychologiques, les émotions, etc. Donc il y a tout ça. Et puis il y a aussi prendre en compte l'autre. Et moi j'insiste beaucoup là-dessus parce que on peut être un expert certifié en communication non violente et avoir en face de soi quelqu'un qui est complètement blessé, complètement buté, complètement allergique à toute forme de communication, et il va falloir trouver le moyen de l'approcher quand même. Et moi, j'ai l'habitude parfois, avec mes patients par exemple, quand je sais que je vais dire quelque chose qui va pas forcément être facile à entendre, parce que ça fait partie de mon métier aussi, de prendre beaucoup de pincettes et de dire, vous savez, je vais vous dire quelque chose, mais bon, ça va peut-être pas être facile à entendre. Alors je cherche les mots. Et c'est une manière de préparer l'autre. C'est une manière de pas lui asséner d'un coup, oh, je trouve que vous ceci, que vous cela. Et ça, c'est quelque chose auquel on peut recourir dans notre vie de famille aussi. Dire à l'autre, tu sais, j'en ai gros sur le cœur, il y a vraiment des choses que je voudrais t'exprimer, mais je sais pas comment faire. Et j'ai besoin de trouver les mots, j'ai besoin de te parler, mais laisse-moi un petit peu de temps pour que l'autre comprenne surtout qu'on ne veut pas lui faire du mal. Et ça peut être dit aussi. Mon intention, c'est pas de te blesser. Ou alors, plutôt que de demander pardon, parce que c'est pas toujours facile, dire je suis désolé, mon intention n'était pas de te blesser. Et que je me mets vraiment à la portée de l'autre, je suis dans une attitude bienveillante. Et quelqu'un qui est dans une attitude bienveillante, vous avez envie de poser les armes. Ça aussi, c'est une clé.
Et je cite cette méthode Ho'oponopono, cette méthode hawaïenne dont Olivier Clerc parle aussi d'ailleurs, je t'aime, s'il te plaît, pardonne-moi et merci, qui sont vraiment les 3 piliers du relationnel à ne pas oublier, même si parfois ils sont un peu au fond du placard et qu'on doit un peu aller les chercher. Mais avec ça, on détient l'essentiel, c'est tout. Oui, ça vaut le coup d'aller les chercher parce que quand on est submergé par le stress, parce que tout à coup notre cerveau est en alerte, parce que, ce que j'expliquais tout à l'heure, on a été blessé, on s'est senti attaqué, on se sent menacé dans notre intégrité, dans notre dignité, dans notre lien à l'autre, etc., etc. Il faut aller chercher la sérénité quelque part. Et la sérénité, elle peut en effet venir du fait que on remercie l'autre pour la leçon qu'il nous donne, qu'on est aussi désolé de ce qu'on lui fait subir, parce que c'est pas que dans un sens, et puis que finalement on l'aime et tout est encore possible. Et si ça, on en est conscient. Et personne ne vous a jamais demandé d'être la championne des chaussettes, puisqu'on est parti de la métaphore de la chaussette. Personne vous a jamais demandé d'être la championne du rangement de chaussettes, et que finalement, si vous faisiez votre 180 degrés, et puis tout d'un coup vous laissez tout tomber, et puis que vous laissez les choses vivre, et que vous arrêtez de vous énerver sur des détails, testez, vous verrez bien comment ça retombe. C'est aussi une option, ça. Oui, alors moi je dis souvent que si vous avez essayé 50 fois de dire à votre compagnon, votre compagne, votre enfant, s'il te plaît, range tes chaussettes, et que ça n'a pas marché, il faut essayer autre chose. On m'a demandé un jour, lors d'une émission, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend toutes les chaussettes sales et on les dépose sur le lit de l'ado et on lui vide la poubelle avec tous ses papiers? Et alors c'était difficile de répondre à l'antenne, oui, faites ça, je veux pas passer pour une sadique, mais pourquoi pas? En tout cas, l'idée c'est essayer autre chose. Faites de l'humour, faites une brochette de chaussettes sur une pince à linge, accrochez-la dans la chambre en disant regarde comme c'est joli. Peut-être, pourquoi pas? Soyez créatifs, mais en tout cas essayez autre chose, parce que si ça marche pas comme ça, il faut essayer autre chose. Vous évoquez cet outil d'une charte pour une maison harmonieuse, alors qui demande un peu de discussion, évidemment à tête reposée. Là, on est post-conflit, on essaye d'éviter les suivants, enfin d'anticiper. Essayez de s'entendre sur des propositions concrètes et vous utilisez la métaphore d'une voiture en panne, c'est-à-dire vous dites voilà, la voiture en panne, pour la remettre en route, il va falloir beaucoup d'énergie et qu'on s'y mette à plusieurs pour la faire redémarrer. Mais une fois qu'elle sera repartie, ça va rouler. Et ce qui est important pour cette charte de la maison harmonieuse, alors je vais dire quelques mots dessus parce que si on n'a pas le livre sous les yeux, on a du mal à réaliser de quoi il s'agit. Au départ, nous, on l'a fait chez nous. C'est un dessin. On a dessiné une maison. Alors, personne n'est dessinateur chez nous, donc c'est vraiment un dessin très naïf. Et puis, de l'intérieur de la maison, qui est dans un arc-en-ciel, on a fait des bulles et puis on a marqué chacun ce qui nous semblait important comme règle. Alors, c'est pas des règles très très sérieuses. Il peut y avoir, on se fait un bisou le matin. Voilà, il y a plein de choses différentes. Et surtout, ça a engagé le dialogue. C'est comme l'histoire de la voiture, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est remettre quelque chose en mouvement. Et remettre quelque chose en mouvement, dans ce cas-là, c'est qu'est-ce qu'on a remis en mouvement? On a remis la capacité des divers membres de la famille de se fédérer autour d'un projet commun, qui était de pondre une charte de la maison harmonieuse pour pouvoir l'accrocher au mur après. Et ça a été très drôle, parce que chacun avait des idées, et ah bah non, moi je vais le mettre là, bah non, toi mets-le plutôt à droite, je te fais une petite bulle, bon, tiens, on va choisir telle ou telle couleur. Et déjà, c'était très fédérateur. Sachant que dans cette période justement de cohabitation peut-être un peu plus compliquée dans les familles, de soucis individuels ou collectifs, on sait bien que c'est dans ces moments-là justement, et eu égard à tout ce qu'on s'est dit, que c'est dans ces moments-là justement où peut-être il faut recourir à des outils extérieurs. Oui, alors moi je suis agréablement surprise, et une dame me l'a encore dit ce matin, il y a beaucoup de gens qui réalisent que cette période, qui est évidemment pleine de défis et de frustrations pour nous tous, quelles que soient nos croyances par rapport à la situation, en fait, cette période, elle est extrêmement féconde et elle ouvre des portes vers, justement, l'apprentissage d'une meilleure communication avec les autres, mais aussi avec soi-même. Et une patiente me disait encore ça ce matin. Elle me disait, j'ose pas le dire parce que si je dis trop que je vais bien, tout le monde va trouver ça bizarre en ce moment. Mais moi, je suis super contente parce que grâce à cette période, j'ai pu me poser plein de questions, j'ai pu m'intérioriser, j'ai pu faire un bilan de ma vie et je me sens beaucoup mieux maintenant et je me suis retrouvée.
Voilà. Et c'est aussi ça, cette période. C'est l'occasion, justement, de passer plus de temps avec ceux qu'on aime, d'apprendre à refaire des choses ensemble, parce que la plupart du temps, dans les familles, chacun travaille de son côté, on est tous pris par nos occupations, puis on se croise le soir à table, ça dure 2 heures, et c'est tout. Et c'est dommage, parce qu'en fait, on peut passer des super bons moments ensemble, et même partager des épreuves ensemble. Vaut mieux ne pas avoir d'épreuves du tout, évidemment, mais on en parle, on se positionne, on trouve des solutions ensemble. C'est ça la vie. Une vie enfin plus sereine, c'est ce que l'on se souhaite. En tout cas, vous nous y aidez avec votre ouvrage, Anne-Catherine Sabas. Je rappelle que vous êtes psychopraticienne, vous êtes spécialiste en gestion de conflits et votre ouvrage s'intitule Une famille enfin paisible. Il est très pratico-pratique, mais pas que ça. Il est sous-titré Sortir du cycle des conflits, paru aux éditions du Rocher. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Paraît-il, elle adoucit les mœurs. Nous nous quittons avec Aaron Fraser, un peu de musique choisie par Nathalie Schoenberg. Il y avait Marc Frochot à la mise en onde cette semaine, Alexandre Lemierre pour accueillir notre invitée Anne-Catherine Sabas au studio de Paris. Merci pour votre fidélité encore et toujours. rts.ch pour rester en lien, sur la page d'Écosystème pour réécouter les émissions. La semaine prochaine, dès 13h, nous serons de retour sur les ondes. D'ici là, prenez soin de vous. Sur la première, il est déjà 14h. Bye bye.